À tous, alors dans cette vidéo qui est une vidéo toujours dans la série vers un virus informatique, j'expliquerai les différentes instructions en assembleur. Bien sûr, je ne saurais être exhaustif dans cette vidéo, mais nous verrons le principal. Alors nous commencerons avec les notions de base de l'assembleur, et pour ce faire nous décomposerons cette étude en 3 parties: la syntaxe, les instructions communes et la mise en pratique. Alors, pour mieux étudier l'assembleur, nous allons utiliser une sortie de GDB. Donc, rendons-nous dans notre Kali Linux. Je vous ai préparé une vidéo à ce titre. Alors, ici, je vais compiler un fichier source à l'aide de GCC et je vais préciser -32 ou -M32 comme vous le souhaitez, pour une sortie 32 bits. Nous verrons plus loin les différences entre une architecture 32 bits et 64 bits. Alors, je ne vous ai pas dit ce que j'ai mis dans mon fichier source, car nous verrons qu'en étudiant le code assembleur, nous pourrons retrouver le code du fichier source. Ensuite, nous faisons... Pardon, je me pause. Ensuite, nous faisons un file de notre notre binaire plutôt, présentation 32 bits. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'on a le format du fichier qui est ELF 32 bits. Ensuite, que l'on a une architecture x64, Intel 80386, qu'il est lié dynamiquement. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui pourrait être intéressant? Il est non strippé. Non strippé, ça va être très intéressant afin de pouvoir récupérer des informations comme les librairies, les strings, donc les chaînes de caractères ou autres. Alors, continuons. On va donc faire un strings de présentation 32 bits afin d'afficher les caractères imprimables. Alors ici en fait vous voyez des caractères qui sont imprimables que comporte ce binaire. On va voir des noms de librairies, on va voir des strings, donc des chaînes de caractères, et des noms de fonctions. Alors nous, ce qui va nous intéresser, ça va être de trouver, on sait que c'est du C. Ce qui nous intéresse, ça va être de trouver une fonction main. Alors hop, on cherche un petit peu, ça nous fait du bien. Et hop, regardez là, on voit la fonction main. Donc, on voit un main qui est probablement le nom de la fonction principale. On va donc essayer de désassembler ce main. Pour ce faire, on va utiliser GDB. Alors, maintenant, nous allons voir qu'il y a plusieurs formats d'affichage du code assembleur. Alors, je vais remettre la petite vidéo que j'ai mise ici. On va faire un GDB, donc de présentation 32 bits. J'essaie de la prononcer à l'anglaise. 32 bits, c'est pas terrible. Et donc, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, dans un premier temps, utiliser le format Intel à l'aide de la commande set disassembly-flavor Intel. Alors, on procède au désassemblage de main à l'aide de disasmain. Donc, nous avons notre code assembleur que nous allons étudier. Alors, on pourrait l'étudier ici. Vous voyez des push, des move, des sub, des call, des add, des call, et ainsi de suite, que vous allez ensuite connaître par cœur au fur et à mesure de la formation, puisqu'on va faire de nombreux exercices. Et maintenant, je vais remettre
à l'endroit où c'était. Donc on avait fait un set disassembly flavor Intel pour avoir un affichage Intel. Et on avait procédé au désassemblage de main à l'aide de disas main. On avait notre code assembleur que nous pourrions étudier. Donc voyons maintenant le format AT&T. A-T-T. A-T-T-T. A-T-T, pardon. Donc on procède de la même manière que précédemment, mais en utilisant cette fois la commande set disassembly-flavor ATT. Puis on va faire un disas main et nous allons voir une nouvelle sortie, toujours du code assembleur, mais avec une syntaxe différente. Alors GDB, pour ceux qui le découvrent dans cette vidéo, on va pas l'exploiter. En fait, on va pas l'exploiter du tout. Mais vous allez voir que dans les prochaines vidéos, vous allez voir que c'est très très intéressant. Donc, continuons. Eh bien, voilà donc ce que l'on obtient. Donc l'image en haut, c'est du code assembleur utilisant la syntaxe AT&T, donc AT et T. Et l'image en bas, c'est le même code assembleur, mais utilisant la syntaxe Intel. Alors, je vais rien dire, mais selon vous, laquelle est la plus intéressante? Laquelle serait la plus simple à utiliser? Je veux rien dire, mais là, on voit des pourcentages, des dollars, des pourcentages. Ici, on voit rien du tout. Bref, en fait, je voulais vous guider. Donc, en effet, on observe donc en fonction de la syntaxe, le code assembleur est différent. Donc, nous allons voir cela. Et avant d'aller plus loin, je me permets une remarque que nous aurons l'occasion d'expliquer plus loin. Vous avez peut-être remarqué les adresses devant chaque instruction, ce que je me suis amusé à appeler les pourcentages, les dollars. Eh bien, il faut savoir que des adresses qui commencent par X0000, donc X 4 fois 0, et qui finissent par 11 AD, par exemple, donc un nombre très petit, on n'en trouvera jamais des aussi petites. Ici, cela s'explique parce que notre binaire n'est pas chargé en mémoire. En fait, le binaire que l'on a testé avec GDB n'est pas chargé en mémoire. Enfin, n'était pas chargé en mémoire. Nous verrons bien évidemment comment faire pour le charger en mémoire plus tard, en utilisant notamment les points d'arrêt. Alors, je ferme la parenthèse. Nous allons maintenant voir les différences entre les syntaxes Intel et AT&T. Ça me fait penser à TNT, pour ceux qui ont la référence à CDC. Et surtout comprendre pourquoi nous utiliserons la syntaxe Intel lorsque nous ferons de l'analyse de binaire et de malware. On fera plus de l'analyse de binaire que de malware. Et aussi lorsque nous programmons nos virus. Et là, effectivement, on s'en servira énormément. Alors, voyons ça. Alors, en ce qui concerne la syntaxe, effectivement, dans un premier temps, nous allons expliquer pourquoi la même commande a produit deux résultats différents, mais pas tant que ça. Eh bien, c'est tout simplement une question de syntaxe. Il existe deux principales syntaxes pour représenter du langage assembleur x86. La syntaxe Intel, plutôt retrouvée dans les environnements Windows, et la syntaxe AT&T, retrouvée dans les environnements Unix. Donc, les différences entre ces deux syntaxes sont très minimes. Avant de les lister, voyons la structure commune de ces deux syntaxes. C'est tout simplement opération, arg1, arg2. Donc, opération, argument 1, entre crochets, bien évidemment, argument 2, entre crochets. Donc l'opération est le nom de l'opération à effectuer
et les opérations prennent 0, 1 ou 2 arguments. Alors, pour supprimer toute ambiguïté entre les deux syntaxes, voici les différences. Tout d'abord, l'ordre des paramètres. Lorsqu'une opération prend 2 paramètres et que l'opération n'est pas commutative, c'est-à-dire AOP B et BOP A ne donnent pas le même résultat. Il est important de connaître l'ordre de ces paramètres. Si nous voulions par exemple copier le nombre 42 dans le registre EAX, voici les deux syntaxes que nous retrouverions. Alors en Intel, l'ordre est le suivant. Donc c'est opération, destination, source. Par exemple, move EAX 42 qui permet de placer la valeur 42 dans le registre EAX. Alors qu'en AT&T, l'ordre est inversé. C'est opération, source, destination. Par exemple, move $42 pourcentage EAX qui permet de placer la valeur 42 dans le registre EAX. Alors effectivement, moi je vais me permettre une parenthèse, effectivement le AT&T paraît plus, plus palpable, parce qu'on fait une opération, on va de la source vers la destination. Mais voyez-vous, ces dollars, ces pourcentages qui nous embêtent, on utilisera de l'Intel. De toute manière, on utilisera de l'Intel. On va pouvoir étudier la syntaxe ici, mais sachez qu'on utilisera toujours de l'Intel. C'est juste une chose à retenir, c'est opération, destination, source. Donc on fait un move EAX 42. Ça veut dire qu'on déplace la valeur 42 dans EAX. Voilà. Alors ensuite, la taille des paramètres. Alors en ce qui concerne le format Intel, comme la taille des paramètres ne doit être indiquée que pour les paramètres non immédiats, donc non constants, donc avec une taille inconnue, c'est-à-dire les registres, elle est tout simplement intégrée au nom du registre. RAX, EAX, AX, AL impliquent respectivement un Q-word, 64 bits pour RAX, un long, un double word, 32 bits pour EAX et un words, 16 bits pour AX et finalement un byte, donc un octet, 8 bits pour AL. En ce qui concerne le format AT&T, les noms des opérations sont suffixés avec une lettre correspondant à la taille des paramètres manipulés. Honnêtement, c'est chiant. C'est chiant. Je vous le dis. Q, L, W et B, comme vu pour la syntaxe Intel. Donc Q pour Q-word, 64 bits. L pour long, double word, donc 32 bits. W pour word, 16 bits. Et B pour byte, donc un octet 8 bits. Donc, move L $42, pourcentage EAX signifie que 42 sera copié dans EAX sur une taille de 32 bits, car on a le L pour long et l'espace non occupé sera mis à 0. Donc vous avez vite compris, déjà depuis tout à l'heure, pourquoi on va abandonner le AT&T. Alors, continuons tout de même pour ceux qui seraient fans du AT&T et pour ceux qui l'utilisent peut-être tous les jours. Ça dépend aussi comment on est né. Moi, je suis né avec un bouquin d'assembleur. Alors, je l'ai pas ici, mais c'est vrai que déjà très petit, je faisais de l'assembleur. Je m'amusais à programmer des Pong en assembleur. Alors ça prenait des lignes et des lignes et des lignes et des lignes et des lignes de code pour finalement un simple Pong
qu'on peut faire en 10 lignes sur un langage haut niveau. Bon bref, je reviens à ce qu'on disait. Donc une autre différence est le préfixe de variable. Alors en ce qui concerne le format Intel, les variables ne sont pas préfixées comme nous avons pu le voir. Donc on a un move EAX 42, on déplace 42 dans EAX. Et en ce qui concerne le format AT&T, en revanche, nous trouvons un dollar devant les valeurs immédiates, c'est-à-dire les constantes, et un pourcentage devant les registres, comme donc cet exemple, move L, $42, pourcentage EAX. Vous avez compris déjà, c'est... Encore une fois, c'est embêtant. De toute manière, je vais jamais vous dire que le AT&T est good. Pour moi, c'est illisible, c'est incompréhensible. Je saurais le comprendre, non, je saurais le comprendre, mais à le manipuler, non, honnêtement, non. Alors, une autre différence est l'adresse effective. Donc, lorsque l'on parle de variables en mémoire, l'adresse effective représente l'adresse de la case mémoire où est stockée la variable. Alors en assembleur x86, nous avons différents éléments pour définir une adresse mémoire. La base, registre de 32 bits contenant le plus souvent une adresse. L'index, qui est optionnel, c'est un registre de 32 bits contenant le plus souvent une adresse. La scale, qui est optionnel également, c'est un facteur valant 1, 2, 4 ou 8 multipliant index. Le disp, qui est également optionnel, c'est un déplacement, un displacement, ajouté ou déduit à la fin du calcul. Et enfin, la segreg, rien à voir avec la ségrégation, ne vous inquiétez pas, segreg. Enfin, même si effectivement il y a une histoire de segment register, en fait c'est le segment mémoire, donc le segment register, qui indique le segment dans lequel se trouve la donnée. Voilà. C'était pour parler des adresses effectives. Alors, reparlons un petit peu du format Intel, celui qui nous intéresse vraiment. Alors, par exemple, la commande segreg crochet base plus index étoile scale plus disp, fermez les crochets. Ici, le calcul est effectué, puis les crochets indiquent que les résultats, souvenez-vous, est une adresse mémoire. C'est l'adresse effective. Comme dans cet exemple, move EAX, virgule, ouvrez les crochets, EBX plus ECX multiplié par 2, plus, j'ai mis une adresse, 0x 80848C48. Fermez les crochets. Bon, l'adresse n'a aucun sens, c'était juste pour mettre une décimale, comme ça pour s'amuser. Donc dans cet exemple, le double du contenu de ECX x 2, est ajouté au contenu de EBX plus ECX x 2, auquel on ajoute l'offset indiqué. Donc ici l'offset c'était 0x 8084C48, ce qui nous donne donc une nouvelle adresse, et la valeur contenue à cette adresse est assignée à EAX, parce que rappelez-vous, on fait un move de ce qui est contenu à l'adresse EBX plus ECX x 2 plus 0x machin, etc. Alors prenons un cas plus simple pour être certain de ne pas nous emmêler les pinceaux. Alors soit EBX égale 0x 8 0 0 0 0 0 0 0 et ECX qui est égal à 0x 0 0 0 0 0 0 0 2. Alors si on trouve l'instruction move EAX, virgule entre crochets EBX plus ECX x 2
plus 0x. Allez hop, on balance les 0 A. Alors le contenu décroché va se décomposer de la manière suivante. EBX plus 2 fois ECX qui va être égal donc à, alors c'était 8, 0, 0 et on avait un 0, 0, 2. Donc finalement EBX plus 2 ECX égale à 0x 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4. Puis on ajoute l'offset. Mais l'offset n'est pas intéressant puisque c'est composé uniquement de 0. Donc finalement, on obtient... Ah non, c'est un A. Donc c'est 0x 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, A. Donc finalement, l'addition fera que ce sera égal à 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, E. Car, alors effectivement, en hexadécimal, A, c'est-à-dire 10, plus 4 est égal à C. 10 plus 4, en fait, on fait, en hexadécimal. Souvenez-vous, l'hexadécimal, c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A, B, C, D, E, F. Eh bien, là, on a 4 qui est égal à E, donc c'est-à-dire 14. Alors ensuite, on cherche ce qu'il y a en mémoire à cette adresse. Je ne vais pas la répéter. On ne m'aura pas. Et ce qu'on y trouve, eh bien, on le met dans EAX. Parce qu'effectivement, c'était un crochet. Donc, on y met ce qu'on trouve à cette adresse. Alors, en ce qui concerne le AT&T, ça va nous plaire, mais en même temps, c'est moins lisible. Eh bien, la syntaxe est particulière et assez peu intuitive comparée à celle d'Intel. Sa forme générique est pourcentage CY 2.disp entre parenthèses base, index, scale, fermez la parenthèse, comme dans l'exemple suivant, move L 0x 8084 8c 48, ouvrez la parenthèse, pourcentage EBX, pourcentage ECX, 4, fermez la parenthèse, pourcentage EX. Honnêtement, ça je préfère. Mais faut pas le dire. Parce qu'on va aller sur de l'Intel, pas du AT&T. Donc c'est un exemple qui a le même comportement que celui donné pour l'Intel. C'est exactement le même. Donc en fait, voilà la fin d'un rapide résumé des différences entre les deux syntaxes les plus retrouvées. Alors, effectivement, si les deux syntaxes existent, c'est qu'il y a bien une raison, c'est que il y en a une qui est intéressante pour un certain groupe de personnes, une autre qui va être plus intéressante pour un autre groupe de personnes, et ainsi de suite. Eh bien, dans la suite, nous utiliserons la syntaxe Intel. Soulagement total. Qui, bien qu'elle soit connotée Windows, selon moi, me semble beaucoup plus claire, donc adaptée à cette présentation, comme j'imagine que vous avez pu le constater. Et ouais, vous avez pu le constater, j'espère. Je n'ai pas arrêté de taper sur AT&T. Alors, nous allons maintenant voir les instructions les plus rencontrées lorsque l'on désassemble un programme. Alors, cette liste est loin d'être exhaustive, mais elle permettra de s'y retrouver dans la majorité des exemples que j'ai donnés ou que je fournirai plus tard. Alors, commençons. Ok, on commence directement avec le sub. Donc, nous avons tout d'abord les opérations mathématiques. On a le sub qui permet de soustraire une valeur à une autre. Sub EAX, 42, qui donne en fait EAX égale à EAX moins 42. On soustrait. Ensuite, on a add qui permet d'additionner deux valeurs. Donc add EAX 42 qui donne EAX égale à EAX plus 42. Pour le moment, pas de problème. Alors, ensuite,
Nous avons les opérations logiques, donc le AND. Le AND c'est un et logique, ouais. Le AND qui effectue un et logique, par exemple AND 0x5,0x3. Alors 5 est représenté en binaire par 1, 0, 1 et 3 par 0, 1, 1. Alors là, je parle un peu plus fort parce que vous devez connaître ça par cœur. Vous devez savoir la représentation binaire de chaque décimale. Donc 5 c'est 1, 0, 1. 3 c'est 0, 1, 1. Et donc un et logique donne 0, 0, 1. Donc qui est finalement égal à 0x1. Alors notez que ce code n'est pas utile puisque le résultat n'est sauvé nulle part. Ici, je parle, si on a fait un AND 0x5, 0x3, donc le code est vraiment pas utile. Comme je l'ai dit, le résultat n'est sauvé nulle part. On ferait cette opération avec au moins un des deux paramètres qui serait par exemple un registre. Alors ensuite on a le XOR. Alors le XOR, donc on effectue un XOR logique, souvent utilisé pour initialiser une variable à 0 via XOR var. Par exemple, si je fais un XOR EAX, ce code va être très souvent retrouvé pour initialiser le registre EAX à 0, puisqu'un XOR ne donne 1 que si les bits sont différents. Donc si les bits sont égaux, hop, ça nous met tout ça à 0. Voilà, pour le XOR. Alors passons au move. Move, je dis move, mais c'est mauve, mais on va dire quand même move. On va faire un effort d'anglicisme. Move, comme on en a entendu parler tout à l'heure, en fait, ça assigne une valeur à une variable. Par exemple, move AX 0x00000042. Donc le registre EAX va contenir la valeur 0x0000000042. Voilà, tout simplement. En fait, on assigne une valeur à une variable. Donc là, on a assigné la valeur, 0x00, là, je répéterai pas, parce qu'il faut pas déconner non plus, à EAX. Ensuite, on a Léa. Léa, très intéressante, parce qu'on la retrouvera quand on fera de l'étude de code, quand on désassemblera des programmes. Eh bien, Léa permet d'assigner l'adresse d'une variable à une variable. Alors Léa a une particularité, c'est que le deuxième argument est entre crochets. Mais contrairement à d'habitude, cela ne veut pas dire qu'il sera déréférencé. C'est-à-dire que cela ne signifie pas que le résultat sera la variable située à l'adresse entre crochets. Ça peut sembler un petit peu compliqué. On va expliquer avec un exemple. Prenons un exemple avec Léa de EAX, virgule, entre crochets EBP moins 0xc. Alors, si par exemple EBP avait pour valeur 0xbff484, alors EBP moins 0xc aurait pour valeur... faut que je fasse la soustraction. C'est de l'hexadécimal. Donc c'est A, B, C. C'est 13. Non, c'est 12. Ça aurait pour valeur 0xbffff478. Eh bien, c'est bien cette adresse et non la valeur contenue à cette adresse qui sera stockée dans EAX. Et c'est pour ça que c'est très intéressant de connaître Léa. Je l'appelle Léa, je ne sais pas comment les appellent les Américains. Pourtant, j'ai travaillé aux États-Unis, mais je m'amusais pas à leur parler de Léa en conférence ou en visio
ou en réunion de service, on parlait pas de Léa. Voilà, lié, je dirais lié, ouais. Alors ensuite pour la manipulation de la pile. Alors pour la manipulation de la pile, on retrouve bien évidemment le push qui permet de pousser l'argument passé à push au sommet de la pile. Donc si on fait un push EBP, c'est-à-dire que la valeur contenue dans EBP est mise sur le dessus de la pile, et c'est ce qu'on attend d'ailleurs d'un EBP, et ensuite pop qui retire, lui, plus intéressant aussi, enfin très intéressant, il va retirer l'élément au sommet de la pile et l'assigne à la valeur passée en argument. Par exemple, si nous voulons être plus exact, l'élément au sommet de la pile reste là où il est et le registre ESP, et pas EBP, ESP, qui pointe sur le sommet de la pile est mis à jour en pointant vers la valeur précédente sur la pile. Par exemple, avec un pop EBP, eh bien, l'élément qui était au sommet de la pile, il est assigné à EBP et il est retiré de la pile. Alors ensuite, nous avons les tests avec par exemple CMP. CMP est très utilisé, très utilisé, qui compare les deux valeurs passées en argument. Par exemple, si on fait un CMP ECX 0x10, bien ça sert à comparer ces deux éléments. Donc ça va faire pour comparer ces deux éléments une soustraction signée ECX moins 0x10 qui sera effectuée. Ensuite, nous avons, alors, encore plus utilisé, le fameux test EAX. Cette opération est logiquement équivalente à un CMP EAX, 0. Dans ce test, en fait, ça va nous permettre de savoir si EAX est positif ou non. Cependant, CMP effectue une soustraction, ce qui est plus lent que test qui effectue un AND. Mais finalement, le résultat est le même. Mais c'est pour gagner en vitesse. On verra que ça peut être aussi intéressant d'aller le plus vite possible. Alors, ensuite, on va voir les jumps. Les jumps, il y en a une flopée. Il existe de nombreuses instructions qui sautent à un autre endroit du code. Une instruction qui saute, quelle que soit la condition, et d'autres qui dépendent du résultat d'un test précédemment effectué, sans condition. Nous avons l'instruction JMP, par exemple JMP 0x80844264, qui va sauter directement à l'instruction située à l'adresse indiquée, quoi qu'il arrive. Cependant, il existe de multiples sauts conditionnels. Nous n'allons pas tous les voir en détail ici. Seulement ceux que nous retrouvons le plus, ils seront présentés par paire, la condition et sa négation, représentés par un grand N pour note. Les jumps qui suivent sont souvent situés à la suite d'un CMP. Nous avons donc JE et JNE, jump si equal, donc si égal, et jump si différent, donc JNE, jump non equal. Ensuite, on a JZ et JNZ, jump si nul, donc 0, et jump si non nul, donc si non 0. On a JA, JB et JNA, JNB non signé. Donc jump si supérieur strictement above, ou jump si inférieur strictement below, et jump si inférieur ou égal ou jump si supérieur ou égal. Ensuite, on a JAE, JBE et JNE, JNBE. Donc, ça va être alors jump si supérieur ou égal, above or equal, ou jump si inférieur ou égal, donc below or equal, et jump si strictement inférieur ou jump si strictement supérieur. Enfin, on a le JG, JL. Donc, jump si supérieur, greater, je sais pas comment vous dites,
ou jump si inférieur, lower. Et enfin, on a les fonctions. Donc tout d'abord le call adresse. L'instruction call va permettre de faire appel au code d'une autre fonction située à un espace mémoire différent. L'adresse qui lui est passée en argument permet de trouver ce code. Et cet appel est en fait un condensé de deux instructions. La première permet de sauvegarder l'instruction qui suit le call pour le retour de la fonction afin de reprendre le fil d'exécution du programme. Et la deuxième permet d'effectivement sauter à la fonction recherchée. Donc, comme nous l'avons vu dans la partie sur le fonctionnement de la pile, souvenez-vous, eh bien, le registre qui contient l'instruction suivante est EIP. Instruction suivante. Un call est donc finalement la suite de ces deux instructions, un push EIP et un jump adresse. Donc vers l'adresse du call. Ensuite, on a leave. Alors, à l'inverse, leave permet de... Alors, ça, c'est très peu utilisé, leave. Alors, à l'inverse, leave permet de préparer la sortie d'une fonction en récupérant les variables enregistrées lors du début de la fonction afin de retrouver le contexte d'exécution tel qu'il avait été enregistré juste avant d'exécuter le code de la fonction. Et bien entendu, tout en détruisant ce qu'il restait du stake frame. C'est un move ESP-EBP, pop EBP. Voilà. On détruit derrière. Parfait. Ensuite, le ret. Donc, l'instruction ret permet de finaliser le travail de leave en récupérant l'adresse de l'instruction à exécuter après le call, adresse qui avait été enregistrée sur la pile lors de l'instruction call, et de sauter à cette adresse. Donc en fait, on va faire un pop EIP. EIP donc sera modifié, et c'est l'instruction qui se situe à l'adresse contenue dans EIP qui sera ensuite traitée. Ensuite, on a le MISC. Alors, pour finir, on a le MISC. C'est une instruction qui peut paraître anodine, comme ça, mais qui a son importance certaine. Pourtant, ça ne m'exalte pas plus que ça. L'instruction NOP, No Operation. Cette instruction ne fait rien. Voilà. Si le processeur tombe sur cette instruction, il va tout simplement ne rien faire et passer à l'instruction suivante. Voilà, c'était exaltant. Je vous avais prévenu dès le début. Alors voilà, nous avons tous les éléments en main pour comprendre le programme désassemblé que l'on a obtenu un peu plus tôt. Nous pouvons donc passer à la pratique afin de vérifier notre compréhension de l'assembleur. Alors, rappelons le code que nous avons obtenu et ne prenons que la version dans la syntaxe Intel. Pour que vous puissiez suivre, je ferai référence aux lignes telles qu'indiquées entre chevrons dans le code des assemblées. Par exemple, la ligne plus 0 correspond à la ligne 0x00001 AD plus 0 push EBP. Donc finalement, l'instruction push EBP. Alors, voilà. Maintenant que ceci est dit, n'hésitez pas à mettre pause encore une fois. Prenez votre temps. Tout est cool, tranquille. Alors, commençons. Nous avons donc le code assembleur de la fonction main d'un programme que nous ne connaissons pas. La fonction main est une fonction comme une autre du point de vue du processeur. Il convient donc, comme n'importe quelle fonction, de commencer par les 3 premières lignes typiques d'un début de fonction. Parfois un peu plus, mais le principe reste le même. Ce sont les 3 premières lignes qui vont être intéressantes sur le début de fonction. Alors, ces lignes-là, on les appelle le prologue. Ces lignes, en fait, permettent en somme de sauvegarder l'état de la fonction précédente et de préparer la pile pour les variables locales de la fonction courante. Alors, la ligne plus 0, donc push EBP,
Donc on fait un push EBP. Ça permet de pousser le registre EBP sur la pile. Pour rappel, EBP, c'est le base pointer. C'est le registre qui contient l'adresse du début de la stack frame de la fonction courante. Et comme nous entrons dans une fonction, il faut sauvegarder le début de la stack frame de la fonction précédente, ce que fait cette ligne plus 0. Alors une fois ceci fait, il faut maintenant donner la valeur de notre nouvelle base de stack frame à EBP. Alors comme nous entrons à peine dans la fonction, nous n'avons encore rien empilé qui soit propre à la fonction, donc le sommet de la pile actuelle correspond à la base de la future stack frame de la fonction main. Et maintenant, où est contenue l'adresse du sommet de la pile? Vous vous en souvenez, dans ESP. Et la ligne plus 1 enregistre alors le contenu de ESP dans EBP. Avec un move EBP ESP. Voilà, notre registre EBP est prêt. Il pointe sur le début de la stack frame de la fonction main. Maintenant, que fait la ligne suivante? La ligne plus 3. C'est un sub ESP 0x10. Eh bien, elle soustrait 0x10 au registre ESP. 0x10 en hexadécimal, ça fait 1 fois 16 plus 0 fois 1. Donc c'est égal à 16 en décimale. Rappelons que la pile grossit vers le bas pour les processeurs x86. Cela veut dire que plus elle grossit, plus l'adresse du sommet de la pile diminue. Et en soustrayant 16 de ESP, cela veut dire qu'on a fait grossir la pile de 16 octets. Et 16 octets sont alors alloués à la fonction main pour ces variables locales. Voilà, nous avons le registre EBP qui pointe sur le début du stack frame, le registre ESP qui pointe sur le sommet de la pile, 16 octets plus loin. Ensuite, nous avons une instruction call. Les instructions call, elles vont nous intéresser. Alors, ici, elle fait appel à la fonction située à l'adresse 0x11d1. Et GDB nous a même trouvé le nom de cette fonction qui s'appelle underscore x86.get underscore pc underscore 5.ax. En fait, c'est lié à la compilation. Alors, continuons dans le code de la fonction main. Les trois lignes suivantes sont donc à la plus 11 add EAX 0x2E48. Donc on ajoute la valeur 0x2E48 au registre EAX. Alors je me permets de faire une remarque importante, c'est que les lignes plus 6 call 0x11d1 et ainsi de suite, underscore x86, blabla, et plus 11 add EAX 0x2E48 ne nous intéressent absolument pas. Elles viennent du fait que nous avons compilé en 32 bits sur une machine 64 bits. Voilà, elles ne nous intéressent pas. Alors, continuons. Sur la ligne plus 16, on a un push 0x2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on pousse la valeur 0x2 sur la pile. On met donc le chiffre 2 en deuxième position de la pile, car ensuite nous avons à la ligne plus 8 un push 0x28. Donc on pousse la valeur 0x28 qui est donc égale en décimale 0x28 9 fois 16 40 égale à 40 sur la pile. On met donc le nombre 40 à l'adresse contenue dans ESP. Donc 0x28 est placé au sommet de la pile. Alors rappelons encore que ESP contient l'adresse du sommet de la pile. Et surtout, remarquons que juste après qu'il y a un call de la fonction add, on se doute donc que les deux valeurs que l'on vient d'ajouter sur la pile, donc 2 et 40, sont les paramètres de la fonction qui va être appelée. Oui, on s'en doute très fortement. Alors continuons. Alors voici
où nous en sommes dans la pile. Voici où nous en sommes. Alors, mais on peut se dire, mais pourquoi donc placer ces valeurs arbitrairement comme ça? Pourquoi sur la pile? Quelle utilité? Eh bien, regardons la ligne suivante, la ligne plus 20, qui fait un call 0x11 8D add. Bon, on a compris. Je pense que vous avez tous compris. Hein. C'est un add, c'est une addition. Je spoil pas, mais on a tous compris. Bon, c'est une instruction call. Elle fait appel à la fonction située à l'adresse 0x11 8D. Et GDB nous a même retrouvé le nom de cette fonction qui s'appelle add. Bon, voilà, on l'a trouvé. Nous allons pouvoir désassembler add pour voir de quoi il en retourne. Alors, continuons. On fait un disas add. Donc, on va retrouver le même schéma sur les 3 premières lignes. Le même schéma sur les 3 premières lignes que celui de la fonction main. Le prologue de la fonction qui sauvegarde EBP de la fonction précédente, c'est-à-dire ici la fonction main, puis assigne ESP à EBP pour initialiser le début de la stake frame, et enfin qui va décaler le sommet de la pile de 16 octets pour que la fonction add puisse travailler avec ses variables locales. Alors les lignes suivantes sont, alors la ligne plus 16, un move EDX, dword PTR, ouvrez les crochets EBP plus 0x8, fermez les crochets. Eh bien cela permet d'initialiser le registre EDX. On met la valeur dword PTR, ouvrez les crochets ESP plus 0x8, fermez les crochets, dans EDX. Dword signifie que l'on a affaire à un double word, donc à 32 bits. Ensuite, on a un plus 19. Move EAX dword PTR, ouvrez les crochets, EBP plus 0xc, fermez les crochets. Cela permet d'initialiser le registre EAX. On met en fait la valeur dword PTR, ouvrez les crochets ESP plus 0xc, fermez les crochets dans EAX. Et encore une fois, dword signifie que l'on a affaire à un double word 32 bits. Ensuite, on a la ligne plus 22. Add EAX, EDX. Donc, c'est-à-dire que les deux registres que l'on vient d'initialiser sont additionnés. Par ailleurs, le nom de la fonction étant add, il y a fort à parier que le but de cette fonction est d'additionner deux nombres, comme on en avait parlé précédemment. Ensuite, nous avons la ligne plus 24. Move dword PTR, ouvrez les crochets EBP moins 0x4, ferme les crochets EAX. Ça veut dire que cela met la valeur de EAX dans dword PTR, ouvrez les crochets EBP moins 0x4, ferme les crochets. Dword signifie que EAX va prendre la place d'un double word, donc 32 bits. Or, EAX pouvant être stocké par exemple sur un octet, les trois autres seraient alors initialisés à 0. Donc PTR crochet EBP moins 0x4 indique que EAX va être stocké à l'adresse EBP moins 0x4. Finalement, cela signifie que nous allons chercher à l'adresse EBP moins 0x4 et nous allons prendre le dword, donc 32 bits, qui se situe là-bas. Mais qu'y a-t-il à EBP moins 0x4 ? Un petit schéma de l'état de la pile s'impose. Hop, je vous transmets. Bon, j'espère que vous voyez bien. Alors, avant l'appel de la fonction, les deux variables 0x2 et 0x28 ont été poussées sur la pile. Ensuite, EIP a été poussé pendant le call et enfin EBP, ce qui explique le schéma suivant. Alors, je vous rappelle que la pile part des adresses hautes et grandit
en direction des adresses basses, mais qu'une variable en mémoire est lue dans le sens classique. Donc, des adresses basses vers les adresses hautes. La variable située à l'adresse EBP-0xC a une taille de 4 octets. Ces 4 octets sont EBP-0xC plus 0x0, EBP-0xC plus 0x1, EBP-0xC plus 0x2 et EBP-0xC plus 0x3. Alors, dans le schéma à EBP, on trouve la valeur de la sauvegarde du EBP de la fonction appelante. Puis à EBP-0x4 se trouve la sauvegarde de EIP. EIP qui, n'oublions pas, est très importante. Même si EBP est effectivement aussi très importante. Mais là encore plus. Donc, se trouve la sauvegarde EIP. À EBP-0x8 se trouve une des valeurs poussées avant le call. Et à EBP-0xC se trouve la deuxième valeur. Donc la deuxième valeur qui a été poussée. Alors on monte comme ça de 4 en 4 car ces variables sont des adresses EBP et EIP ou des entiers. Donc ils prennent 4 octets en mémoire. Et pour rappel, EIP est le registre qui a en mémoire l'adresse de l'instruction courante. Alors, si on observe la ligne, peut-être c'est pas très clair ici. Bon, si normalement ça devrait être clair. J'espère que vous voyez bien. Si on observe la ligne plus 16 et la ligne plus 19, EAX va donc valoir 0x2 et EDX va recevoir la valeur 0x28. Nous avons vu que la ligne suivante, plus 22, additionnait les deux valeurs et enregistrer le résultat dans EAX avec le fameux add EAX EDX. Les deux lignes qui suivent sont un petit peu plus complexes à comprendre. C'est la ligne plus 24 move dword ptr, ouvrez les crochets EBP moins 0x4, fermez les crochets EAX, et la ligne plus 27 move EAX dword ptr, ouvrez les crochets EBP moins 0x4. Alors la première ligne plus 24 permet de sauvegarder le résultat du calcul en case EBP moins 0x4, première case libre de la stake frame, et la seconde permet de récupérer cette valeur et la met dans EAX. Conventionnellement, EAX est le registre utilisé pour enregistrer le résultat d'une fonction que l'on veut retourner. Alors les deux dernières lignes, plus 30 et plus 31, permettent de retrouver l'état des registres avant d'exécuter la fonction livrette. L'instruction live est en fait un condensé des deux opérations suivantes, comme nous l'avons vu un peu plus tôt. C'est en fait un move ESP EBP et un pop EBP. La première, donc move ESP EBP, permet de rebaser le sommet de la pile au niveau de EBP, donc ça supprime tout le reste de la pile. Et la deuxième permet de récupérer l'ancienne valeur de EBP pour pouvoir retourner à la fonction main. Et pour cela, la fonction ret, équivalente à l'opération suivante, pop EIP, donc permet de récupérer la valeur de EIP sauvegardée lors du call et saute à cette instruction pour continuer la suite du programme. Alors pour rappel, EIP, c'est le registre qui a en mémoire l'adresse de l'instruction suivante. Vraiment à retenir. Je sais qu'il y a beaucoup de choses à retenir. N'hésitez pas à ralentir peut-être le son, à mettre pause, à noter, prendre des notes. Moi, c'est ce que je fais. C'est ce que je fais, et ça marche très bien, que ce soit un débat, une vidéo scientifique, en fait, peu importe le sujet, même un documentaire, je vais m'amuser à appuyer sur pause et à prendre des notes. Donc n'hésitez pas à le faire. Alors,
Continuons avec la diapo. Maintenant, la ligne plus 28, c'est un move d'Eword PTR. Ouvrez les crochets EBP moins 0x4, fermez les crochets EAX. La ligne plus 31, move EAX d'Eword PTR. Ouvrez les crochets EBP moins 0x4, fermez les crochets. Donc nous avons vu précédemment que le résultat de add était retourné dans EAX. Ce résultat est sauvegardé dans la première case de la stake frame, puis est à nouveau assigné à EAX, exactement comme la fin de la fonction add. Encore une fois, cela signifie que c'est la valeur de retour de la fonction main. Alors nous quittons ensuite la fonction main, comme nous avons quitté la fonction add, avec un plus 34 leave et un plus 35 read, et c'est parfait, nous avons tout vu. Maintenant, une question se pose. Allez, on rigole un petit peu, on se détend. Est-ce que vous avez deviné le code C du programme après cette étude? Est-ce que vous avez deviné le code que j'ai employé parce que je l'ai programmé? J'ai un fichier .c que j'ai compilé et qu'on a étudié ensemble. Est-ce que vous avez une idée? N'hésitez pas à mettre pause. Allez, vous avez mis pause. Maintenant, je continue à donner des informations. N'oubliez pas que deux nombres, 0x2, donc 2, et 0x28, donc m'embête 2 fois 40, donc 2 et 40, sont envoyés à la fonction add qui retourne. Qu'est-ce qu'elle retourne? C'est vrai que je l'ai écrit sur la diapo. Bon, vous savez là maintenant la réponse. Effectivement, 2 et 40 sont envoyés à la fonction add qui retourne leur somme, que retourne également la fonction main du programme suivant. Voilà, le programme était le suivant. Un include stdio.h, int add de int a, int b. Alors les int c'est pour entier, hein, je pense que vous maîtrisez un minimum. Entier résulte égale a plus b. En fait, on a tout simplement fait un a plus b. Et puis dans le main, on a fait un call de la fonction. Je dis un call, c'est parce qu'on a passé un peu de temps à faire de l'assembleur. On a appelé la fonction add et on a fait add 40 plus 2. 40 et 2, donc ça fait bien 40 plus 2, 42. Voilà. Maintenant que nous avons vu cela, nous allons pouvoir revoir en détail le prologue et l'épilogue dans la prochaine vidéo. Et surtout, restez, si vous souhaitez, continuez à suivre pour cette série de vidéos qui va nous mener à la construction d'un virus informatique. Et je dis un virus, ça peut être 2 virus, ça peut être 3 virus informatiques. Ça dépendra du nombre de vues, du nombre d'abonnés, du nombre de commentaires, bien entendu. N'hésitez pas à commenter. J'ai vu que la première vidéo n'avait pas eu un grand succès. Je m'en réjouis pas forcément, parce que c'est du temps passé, c'est des diapos travaillés, en fait, il y a beaucoup de travail derrière. Hein. Là, je vous le présente comme ça. Mais il y a beaucoup de travail. Et c'est vrai que c'est assez décevant. Bon. Après, moi, je le fais aussi pour moi. Je le fais pour vous. Donc, ça continuera. Vous inquiétez pas. Mais bien sûr, si ça devient terrible, ça va être compliqué. Voilà. Allez, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!